Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous et bienvenue. Merci de vous joindre à cette séance d'information sur le programme pilote des championnes et champions de l'EDIA dans l'IRN. Si vous avez besoin des services d'interprétation vers le français, veuillez sélectionner le canal de la langue de votre choix dans la barre de réglage de Zoom. Le sous-titrage est également disponible et cette séance est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Alliance dans quelques jours. On l'affichera également en ligne sur notre site web, dans les 2 langues officielles, sur le canal YouTube et sur la page du programme. Vous pourrez donc y accéder à 2 endroits. Si vous recevez davantage de questions, si on a davantage de questions que ce à quoi on est en mesure de répondre, nous compilerons les réponses aux questions auxquelles on n'a pas répondu et on les enverra à tous les inscrits la semaine prochaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, soit notre programme de subvention, prenons un instant pour souhaiter, la bienvenue à tous les participants qui se joignent à nous de partout au Canada. Je suis ravi de vous voir si nombreux d'un peu partout, au pays. Notre séance d'information ne vise pas seulement à vous transmettre des détails, sur un nouveau programme, mais aussi à créer une communauté de personnes passionnées qui s'engagent à apporter des changements positifs dans le milieu de la recherche au pays. Je m'appelle Dawn Wood, je suis directrice de la gestion et de l'administration des programmes à l'Alliance de recherche numérique du Canada, ou l'Alliance tout court. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter l'équipe, qui a rendu, la séance d'aujourd'hui possible. Nous avons 3 responsables de programme qui seront là pour répondre à toutes vos questions. Il s'agit de Ming Yan, de Vanessa Moodley et de Yolanda Chung. Nous pourrons répondre à toutes vos questions. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel non cédé des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Je vous invite à vous joindre à moi pour reconnaître respectueusement les terres des Premières Nations des Inuits et des Métis sur lesquelles nous travaillons et vivons. Il est important de s'efforcer en permanence de comprendre l'historique de ces terres et de reconnaître ce que celles-ci signifient par rapport au travail de vérité et de réconciliation qu'il reste à faire de la part de l'Alliance et de l'écosystème de l'IRN en général. Je vous invite donc à prendre le temps d'en apprendre davantage sur les terres où vous vous trouvez et à réfléchir à ce que vous pouvez faire en tant qu'individu pour favoriser la réconciliation au Canada. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement à cette importante entreprise. J'aimerais prendre un instant pour vous rappeler les principes qui cadrent nos interactions. À l'écran, vous verrez le code de conduite de notre organisme qui souligne l'importance de faire preuve de respect et de bienveillance dans nos communications et nos interactions. L'Alliance s'efforce d'assurer une communauté accueillante, engageante et sûre pour tous ses membres. Les propos discriminatoires ne seront pas acceptés, quel que soit le lieu ou la plateforme sur lesquels ils sont dits, et l'Alliance ne saurait tolérer aucune forme de harcèlement. Par harcèlement, on entend tout comportement menaçant envers autrui ou un groupe et qui favorise un environnement non sécuritaire. Tout au long de cette séance, nous vous encourageons à échanger avec nous au moyen de la fonction Q&R, questions-réponses. Si vous avez des questions, veuillez les indiquer dans cette section et nous y répondrons à la fin de la présentation. Et comme je l'ai dit auparavant, si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, nous compilerons les réponses et les enverrons à tous quelques jours après cette séance. Passons maintenant à l'ordre du jour du webinaire. Je commencerai par une brève présentation de notre organisme. Ensuite, Yolanda donnera un aperçu du programme et des échéances importantes à retenir. Ensuite, elle présentera le processus de candidature et d'évaluation et vous donnera des conseils utiles pour vous aider à mieux préparer votre demande. Cela prendra environ 10 minutes. Ensuite, on passera aux questions-réponses. Alors, pour commencer, qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'Alliance et qu'est-ce que l'IRN et l'EDIA? Pour soutenir, le paysage de la recherche postsecondaire au Canada et dans le cadre de la Stratégie nationale pour l'infrastructure de recherche numérique, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ISDE, a créé en 2019 un nouvel organisme national sans but lucratif qui s'appelle l'Alliance de recherche numérique du Canada. Nous coordonnons et finançons les activités de l'IRN et fournissons aux scientifiques et aux universitaires canadiens les outils numériques leur permettant de mener des recherches de pointe à l'échelle mondiale pour appuyer l'innovation canadienne.
Alors vous allez voir plusieurs, acronymes un peu partout, comme vous allez le constater, l'IRN, infrastructure de recherche numérique, composée de 3 piliers qui sont les calculs informatiques de pointe, la gestion des données de recherche et les logiciels de recherche. Nos services et nos outils dans ces domaines fournissent aux chercheurs et aux chercheuses canadiens les ressources dont ils ont besoin pour mener à bien, stocker et partager leurs travaux. L'Alliance s'engage à veiller à ce que les chercheuses et les chercheurs canadiens participent à chances égales aux possibilités de financement. Sur la base des principes EDIA, nous recherchons à atteindre une représentation diversifiée par le biais des communautés qui s'engagent avec diverses parties prenantes, institutionnelles et industrielles, notamment avec les communautés et les nations autochtones. Après cette présentation, nous allons maintenant passer à l'aperçu de notre ordre du jour. Yolanda, je vous cède la parole. Merci, Lauren. Le 5 juin, l'Alliance a lancé un appel de proposition dans le cadre du programme pilote des championnes et champions de l'EDIA dans l'IRN. Il s'agit d'un programme qui vise à financer et à fournir des occasions de formation liées à un projet à l'intention des chercheurs des cycles supérieurs afin de leur permettre de réaliser des projets de leur propre conception qui mettent en relation les chercheuses et les chercheurs de groupes en quête d'équité avec les services de l'IRN et en favorisant l'accès à ces services pour les membres de groupes en quête d'équité. Cette possibilité de financement de 3,15 millions vise à accroître la sensibilisation des groupes sous-représentés envers l'infrastructure de recherche numérique de l'Alliance, notamment les femmes, les peuples autochtones, Premières Nations inuites et métis, les personnes en situation de handicap, les personnes neurodivergentes, les membres des minorités visibles et des groupes racisés, les membres des communautés de LGBTQIA+, les étudiants postsecondaires des régions géographiquement isolées ou de la première génération, de même que les étudiants d'autres groupes. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que les championnes et champions de l'EDIA dans l'IRN? Ce sont des personnes qui travailleront avec l'Alliance pour promouvoir l'accès aux services de l'IRN national de l'Alliance à la communauté de recherche, notamment aux membres des groupes en quête d'équité. Il est prévu qu'une championne ou un champion de l'EDIA dans l'IRN consacrera environ 3 heures par semaine en moyenne à toutes les activités du programme pendant toute la durée de celui-ci. Pour être admissible, un candidat doit être chercheur de cycle supérieur, inscrit dans une université canadienne et menant des recherches dans le cadre d'un programme d'études supérieures, à savoir maîtrise ou doctorat, ou d'un programme ou d'une nomination au niveau postdoctoral, ou encore une étudiante ou un étudiant inscrit dans un collège, un cégep, un institut ou une école polytechnique du Canada et effectuant des recherches appliquées en collaboration avec des partenaires de l'industrie ou de la collectivité. Il faut maintenir cette affiliation pendant toute la durée du projet. Un chercheur postdoctoral est un chercheur ou une chercheuse en début de carrière qui effectue des travaux de recherche sous la supervision générale d'un membre du corps professoral. Par ailleurs, la candidate ou le candidat doit être membre d'un groupe visé par l'équité ou disposer d'une stratégie bien pensée pour atteindre un groupe en quête d'équité. La candidate ou le candidat doit aussi trouver un mentor ou une mentor au sein de son institution ou de sa communauté cible qui accepte d'apporter son soutien à l'aspect immédiat du projet. La citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent ne font pas partie des critères d'admissibilité. Voici les établissements ou organisations canadiennes admissibles, y compris pour la désignation d'une personne au niveau de la vice-présidente qui sera responsable de la supervision des fonds de la subvention. Nous encourageons les candidats affiliés à de petits établissements, à des groupes de recherche autochtones et à d'autres organismes qui ne sont pas traditionnellement des utilisateurs notables des ressources d'IRN de l'Alliance à soumettre leur candidature. Les candidats doivent proposer un projet qui favorise la sensibilisation et l'intérêt des groupes sous-représentés envers l'infrastructure de recherche numérique de l'Alliance. L'annexe A présente les activités envisagées qui relèvent des catégories suivantes. Formation, mentorat, promouvoir, améliorer l'IRN, relever les défis disciplinaires, entraîner le changement culturel, orienter les initiatives futures et toute autre activité liée au projet pilote identifié par la ou le candidat. Les demandes doivent décrire et préciser ces activités et devraient porter sur plus d'un de ces grands domaines d'activité. Le projet doit être réalisé au Canada et ne pas viser l'avancement de programmes de recherche de personnes. Dans le cadre de ce programme, environ 90 propositions seront financées.
Chaque financement est assorti d'une location de 27 000 $, de jusqu'à 5 000 $ pour les dépenses liées à la mise en œuvre du projet et jusqu'à 3 000 $ pour les frais de déplacement. Les candidats retenus participeront à des séances d'intégration et de formation offertes par l'Alliance, ainsi qu'à une formation virtuelle de 16 semaines sur la science ouverte, conçue pour les championnes et les champions de l'EDIA dans l'IRN et dispensée par l'OLF. Celle-ci portera sur le mentorat et l'application des principes de la science ouverte. L'engagement, en termes de temps, pour suivre cette formation est d'environ 2 à 3 heures par semaine. Les candidats participeront également à une réunion en personne qui se tiendra à Toronto, prévue pour le moment pour janvier 2025. Les frais de déplacement comprennent toutes les dépenses liées au déplacement et sont limités par région. Le plan de décaissement de la subvention prévoit un premier versement de 70% en octobre 2024, suivi d'un second à des 30% restants en mai ou juin 2025, dans les 60 jours suivant la soumission du rapport final. Soulignons quelques dates clés qu'il convient de garder à l'esprit. On invite les participants à soumettre les questions qu'ils pourraient avoir au moyen de l'adresse courriel du programme avant le 10 juillet. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 17 juillet à 17 heures, heure de l'Est. Et nous prévoyons de publier les avis d'attribution à la fin du mois d'août. Votre projet débutera et se terminera le 31 mars de l'année suivante. En cours de route, vous soumettrez un rapport d'étape et assisterez à une réunion en personne. Les candidatures seront acceptées dans les 2 langues officielles par le biais de notre plateforme en ligne SurveyMonkey Apply. Veuillez noter que nous n'accepterons que les candidatures soumises au moyen du formulaire web. Le processus de candidature est simple, il faut se familiariser avec l'appel de proposition et s'inscrire sur SurveyMonkey Apply. Ensuite, sélectionnez le programme des, champions de l'EDIA dans l'IRN et remplissez le formulaire. Une fois votre admissibilité confirmée, la demande complète apparaîtra. Elle comprendra le formulaire de renseignement du candidat, le formulaire de demande et d'activité et le budget. Vous devez également télécharger votre CV et vous devez aussi fournir les coordonnées de 3 personnes, votre conseiller ou conseillère, votre mentor EDIA et la personne à contacter au sein de votre établissement. La plateforme leur enverra automatiquement un message leur demandant de télécharger les lettres de soutien. Une fois que tous les formulaires et les autres pièces exigées auront été téléchargés, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur Envoyer et nous recevrons votre dossier de candidature complet. Voici une capture d'écran des tâches sur SurveyMonkey Apply. Une fois que vous aurez rempli le formulaire d'admissibilité, toutes les tâches restantes apparaîtront. Toutes les demandes reçues seront soumises à un processus d'examen compétitif au mérite. Un comité d'examen composé d'experts nationaux et internationaux évaluera les demandes et attribuera les fonds disponibles sur la base d'un processus d'examen approfondi. Ce processus comprend l'examen et la notation par consensus et le classement. Dans le cadre de notre engagement à l'égard de l'EDIA, nous adoptons une approche nationale de l'évaluation. Nous nous efforçons d'assurer une large représentation des établissements de différentes tailles, des groupes en quête d'équité et de couvrir toutes les régions et de tenir compte des 2 langues officielles du Canada. Nous accordons également beaucoup d'importance à la clarté et à la faisabilité des activités proposées ainsi qu'à l'engagement significatif auprès des groupes en quête d'équité. Voici quelques stratégies clés qui vous permettront de maximiser les chances de réussite de votre candidature. Premièrement, exploitez à fond l'appel de proposition. Familiarisez-vous avec les lignes directrices, les objectifs et les critères énoncés. Si vous avez des questions, lisez notre section questions fréquemment posées sur notre site web et n'hésitez pas à nous adresser vos questions avant le 17 juillet. Deuxièmement, la collaboration est essentielle. Mettez en évidence toute collaboration avec les parties prenantes concernées et démontrez qu'elles vous soutiennent, ce qui peut appuyer votre candidature. Troisièmement, informez les autorités de votre établissement de votre intention de soumettre une candidature, obtenez leur approbation et informez-les de la tâche de téléchargement de la lettre de soutien. Quatrièmement, expliquez clairement l'impact et les résultats potentiels du projet que vous proposez. Donnez des exemples précis de la manière dont votre projet contribuera à faire progresser l'EDIA au sein de votre communauté. Cinquièmement, prenez le temps d'examiner et de réviser votre demande avant de la soumettre. Certaines réponses sont limitées en nombre de mots, alors veillez à ce que votre texte soit clair et concis. Vous pouvez envisager de solliciter l'avis de vos mentors pour améliorer davantage vos chances. Voici une capture d'écran de la page du programme. Il s'agit de la source principale où se trouvent toutes les informations essentielles telles que l'appel de proposition et le lien vers le formulaire de candidature. Cette page web contient également des questions fréquemment posées qui, en fonction des questions que nous recevons, sera mise à jour périodiquement.
Si vous, quelqu'un que vous connaissez est intéressé, par, le fait de participer au comité d'examen de l'Alliance, chargé d'examiner les candidatures, exprimez votre intérêt sur notre site web également. Nous allons maintenant, passer aux questions et réponses. Je vais maintenant céder la parole à Don. Merci beaucoup, Yolanda. Nous allons maintenant, pouvoir écouter vos questions. N'hésitez pas à les taper dans la fonction questions-réponses de Zoom. Vous pouvez le trouver dans la console en bas de votre écran. Petit rappel à tous ceux qui se sont joints à nous en cours de route, que la séance est enregistrée et que ce sera disponible en ligne la semaine prochaine sur notre site web et sur YouTube dans les 2 langues officielles du Canada. Si nous recevons davantage de questions pendant cette séance et qu'on n'est pas en mesure d'y répondre, nous compilerons une liste de réponses et les enverrons à tous les inscrits la semaine prochaine. Je vois que nous avons déjà 35 questions, dans l'appli de questions-réponses. La première: si un étudiant a une bourse, des 3 agences, par exemple, les instituts canadiens de recherche en santé, sont-ils toujours admissibles à cette occasion de financement? Il n'y a pas de restriction si par rapport à l'obtention d'autres subventions, sachant qu'il faut que vous n'ayez pas d'autres subventions pour ce projet en particulier. Mais nous vous encourageons à respecter, les contraintes qui pourraient être imposées pour les autres subventions. Est-ce que vos, parrains doivent soumettre leurs lettres, est-ce que vous devez joindre leurs lettres avec votre demande? Yolanda, est-ce que vous souhaitez répondre? Pendant le processus de demande, vous entrez votre adresse courriel dans le formulaire et ensuite la plateforme SurveyMonkey Applied enverra automatiquement un courriel pour les inviter à se rendre sur la plateforme et télécharger leur lettre de soutien. Vos parrains vont donc devoir téléverser leurs lettres d'eux-mêmes. Question suivante: les parrains doivent-ils également, déposer leurs lettres avant le 17 juillet ou bénéficient, d'une date limite, plus lointaine? Vanessa, vous voulez y répondre? Ou Yolanda, vous voulez y répondre? Il faut que l'on reçoive les lettres de soutien d'ici le 17 juillet. Donc il faut appuyer sur le bouton, «Déposer» ou «Envoyer la demande» avant la date limite. Toutes les tâches doivent être réalisées avant la date limite du 17 juillet. Merci. Question suivante: concernant les lettres de soutien, doivent-elles suivre le format recommandé ou, peuvent-ils, fournir une lettre, sous le format de leur choix? Eh bien, il y a un format à respecter. Lorsque SurveyMonkey Applied les invite à téléverser leurs lettres, on leur envoie également un lien vers un gabarit de documents. C'est un PDF qu'ils peuvent remplir à l'écran. Ainsi, ça permet d'assurer le respect du format. Merci Yolanda. Question suivante. C'est quelqu'un qui, prévoit, obtenir son diplôme en décembre 2024, mais qui prévoit continuer à titre de chercheur postdoctoral avec, son superviseur actuel. Est-ce que cette personne sera toujours, admissible si, cette personne est étudiante au doctorat pour la première moitié du programme et un chercheur postdoctoral pour la deuxième moitié du programme? Si vous demeurez au sein du même établissement avec le même superviseur, cela ne devrait pas poser de problème. Si vous trouvez dans une situation différente, contactez-nous par courriel et nous pourrons vous donner des conseils sur votre situation particulière. Question suivante: est-ce que je peux inclure plus, mentor, sur l'IRN dans ma demande? Sinon, comment sélectionner, le mentor le plus convaincant pour le formulaire officiel? En fait, on ne donne de la place que pour donner un nom. Et il s'agit, d'un tuteur en EDIA, équité, diversité, inclusion et accessibilité. Vous pouvez indiquer d'autres, noms, mais le mentor principal est
celui que vous devez retenir. Pour ce qui est du plus convaincant, je vous laisserai le soin, de le déterminer. Il faut que le soutien donné par ce mentor, s'aligne avec l'esprit du programme. On nous demande, quelque chose sur le report final qui est dû en mai ou en avril 2025. La personne souhaite, travailler, avec l'université et utiliser, la subvention pour, financer un projet pilote conjoint qui ira de janvier 2025 à l'automne 2025. Cela est-il admissible dans le cadre de cette, possibilité de financement? Tel qu'indiqué dans le document de l'appel de proposition, ces fonds visent à les nouveaux projets ou les projets qui, visent à élargir votre recherche actuelle et cela, ne vise pas les projets qui s'échelonnent au-delà de mars 2025. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous joindre. On a une autre question, une personne, qui est un étudiant, au doctorat en 4e année qui demande si, on peut faire, une demande de financement pour le projet de doctorat ou si, les autres projets doivent être présentés. Yolanda, vous aimeriez répondre? Donc ce programme s'adresse aux nouveaux projets. Donc on n'encourage pas les étudiants à faire une demande de financement pour un projet de doctorat sur lequel ils travaillent déjà. Sauf si cela vient ajouter quelque chose de substantiel à ces activités, si c'est pour un nouveau projet. Une question nous est posée. Il s'agit de quelqu'un qui se trouvera à l'extérieur du Canada pendant une certaine partie du temps où, on utilisera la subvention. Je suis, résident canadien et je travaille, avec une, université canadienne, mais je serai à l'étranger pendant un certain temps. Le projet combine des activités en personne et virtuelles. Donc, la réussite ne serait aucunement, affectée par, ces déplacements. S'il s'agit de déplacements temporaires, ça ne pose pas de problème, mais vous verrez dans l'appel de proposition que pour être admissible, le projet doit être réalisé au Canada. Donc les fonds, s'adressent à des projets qui se déroulent au Canada. Donc si vous prévoyez un déplacement à court terme, bien sûr, je vous invite à en faire part. Mais, si vous voulez travailler sur ce projet depuis l'extérieur du Canada, je ne crois pas que ce soit possible. On a 65 questions. Mais on a pas mal de temps devant nous. Question suivante. Qui peut servir de superviseur universitaire ou de conseiller universitaire? Est-ce que la personne doit être, employée à l'organisation de l'étudiant ou faut-il qu'il s'agisse d'un poste universitaire? Faut-il, travailler actuellement avec l'étudiant? Il faut que ce soit la personne qui vous supervise dans votre établissement. Si vous êtes dans une, situation, inhabituel, veuillez nous contacter, mais normalement, il doit s'agir de votre superviseur officiel, que vous soyez, au premier ou cycle ou au cycle supérieur. Est-ce que seuls les chercheurs d'universités canadiennes peuvent utiliser les services de l'Alliance? Yolanda? Est-ce que Lee ou Patrick pourraient répondre? Je pense qu'ils seraient mieux placés que moi pour le faire. Non, je peux y répondre. Dites-moi si vous pensez que j'oublie quelque chose. Il faut être affilié avec un établissement admissible. Comme on l'a indiqué un peu plus tôt, il y a des critères, d'admissibilité pour l'établissement. Ils sont indiqués dans l'appel de proposition. Il s'agit d'établissements postsecondaires, des hôpitaux de recherche et des organismes sans but lucratif
qui, jouent un rôle dans l'écosystème de l'IRN, donc il faut être affilié à un établissement admissible. Ah, je vois la question. Est-ce que s ils peuvent, avoir recours au service de l'Alliance? Ah, je pensais que c'était pour faire une demande, pardon. Je ne suis pas certaine. Patrick, oui? Est-ce que vous aimeriez répondre pour savoir si seuls les chercheurs d'universités canadiens peuvent être admissibles? Bon, du point de vue de l'IRN, je pense que, votre réponse est la bonne. Merci. Question suivante. Un étudiant au doctorat qui doit, venir au Canada en septembre cette année. Est-on admissible? Alors si vous êtes accepté dans votre programme et que vous êtes dans votre établissement et que vous êtes en mesure d'obtenir les lettres de soutien nécessaires, eh bien oui, mais vous devez avoir l'appui de l'établissement pour que votre demande soit, prise en compte. Mais, oui, si vous y êtes à la fin de votre projet, vous pouvez déposer une demande. Combien d'heures, dois-je prévoir consacrer au projet? Je pense, Yolanda, que vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, donc le nombre d'heures hebdomadaires est de 2 à 3 heures, donc 3 heures, hebdomadaires pendant toute la durée du projet. Donc, la date de début prévue, c'est août-septembre après, l'avis d'attribution des fonds et la conclusion du projet doit être, d'ici le 31 mars 2025. Nous avons une question pour savoir si, le mentor, en médias de l'IRN peut être la même personne que le superviseur de thèse. Si vous pensez que votre superviseur, est la personne la plus indiquée et la mieux placée pour être votre mentor EDIA, eh bien, c'est tout à fait acceptable, mais vous devez tout de même, soumettre, les lettres nécessaires qu'ils devront, téléverser dans le système. Quelqu'un nous demande si, le comité d'examen au mérite doit, connaître, le demandeur ou la demanderesse. Bah, c'est pas nécessaire. Je pense que vous faites référence au formulaire de demande, mais où on vous demande de suggérer d'autres examinateurs. Eh bien, écoutez, on est en train de recruter des examinateurs qui peuvent siéger au comité, donc il n'est pas nécessaire qu'ils vous connaissent et on ne demanderait pas à des gens qui vous connaissent, d'étudier votre candidature plutôt pour éviter tout conflit d'intérêts. On nous demande si, un chercheur de premier cycle peut être admissible. Non, pas pendant ce projet pilote. Cela ne s'adresse qu'aux chercheurs, diplômés et des cycles supérieurs. Si vous avez des questions, écoutez, écrivez-nous, mais tels sont les critères d'admissibilité. Quelqu'un nous demande, quelque chose sur l'admissibilité. C'était pas très clair dans la demande, si le demandeur doit être, un étudiant, des cycles supérieurs. Dans certains systèmes, l'appellation n'est pas la même. Je suis pas certain de bien comprendre la question, mais souvent, on nous pose des questions sur l'admissibilité. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Dans la diapositive sur les critères d'admissibilité, je sais pas si on peut remonter. Donc, en haut à droite, la situation peut-être d'un étudiant, dans un collège canadien, cégep, un institut ou une école polytechnique du Canada et qui collabore avec des partenaires de l'industrie ou communautaire dans un contexte de recherche appliquée. C'est bien cela, Don? Oui, je pense bien.
Si on n'a pas répondu à votre question, écoutez, reposez-la dans l'application questions-réponses et si on n'a pas le temps d'y répondre pendant la présente séance, on pourra y répondre par la suite lorsqu'on enverra toutes les réponses à tous les inscrits. On nous demande si les projets, artistiques sont admissibles dans le cadre de la catégorie, motiver les changements culturels. Lisanne, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, merci. Don? Je vois tout un tas d'autres questions, liées à des projets qui pourraient, peut-être ne pas sembler cadrer 100 avec les critères que nous avons énoncés. Alors, je vais éclaircir un peu les choses. Peut-être qu'on pourrait donner des exemples de projets, qui pourraient être concernés. Alors, par exemple, des, projets pour les femmes en sciences et pour des aidants naturels qui connaissent des difficultés, notamment à la lumière, de certains obstacles, des façons de surmonter les biais culturels. Ça, c'est une, possibilité et aussi, effectuer par exemple un sondage pour mieux comprendre la sensibilisation de la communauté de l'EDIA, heu et les possibilités, d'avoir recours au service de l'Alliance. Comment, mieux entrer en contact avec la communauté afin que celle-ci puisse bénéficier de ces ressources? Donc votre proposition pourrait inclure un plan sur la façon de mieux informer votre communauté, si vous pouvez. Alors, si vous avez recours souvent au service de l'Alliance, mais que vous avez des problèmes d'accessibilité, peut-être qu'il y a de meilleures façons d'optimiser l'accès à l'IRN. Donc, votre proposition pourrait porter sur le fait de mieux comprendre, les défis liés à l'accessibilité. Il y a tout un tas d'autres, possibilités. Nous vous invitons, fortement à envoyer votre proposition si vous n'êtes pas certain, mais, dans le cadre de vos, candidatures, n'oubliez pas d'indiquer en quoi cela correspond à l'objectif de renforcer l'accessibilité et la sensibilisation? Merci, Lisanne. Question suivante que je vois, c'est une question de savoir si le programme va continuer au-delà de cette année. Si quelqu'un ne candidate pas cette année, est-ce qu'il pourra le faire l'année suivante? Alors, pour le moment, il s'agit d'un projet pilote, d'un programme pilote, et nous n'avons pas prévu un autre lancement l'année prochaine. Nous allons retirer les leçons, en fait, de ce programme pilote pour les prochaines itérations du programme. Mais pour le moment, nous n'avons que cette ronde-ci, ce cycle-ci du programme. Nous avons maintenant une question sur les budgets. Si un projet coûte plus de 5 000 $, qui est la limite pour les coûts de mise en œuvre, est-ce que l'on peut utiliser l'allocation pour financer le projet ou est-ce que le projet en serait inadmissible? Yolanda, voulez-vous répondre? Eh bien, je pense que, bon, si le coût de mise en œuvre du projet dépasse les 5 000 $, vous pouvez nous contacter et voir si nous pouvons vous fournir un financement additionnel. Mais je ne crois pas qu'on encourage les candidats à utiliser l'allocation pour ajouter au financement de leur projet. Mais vous pouvez toujours nous contacter pour que nous puissions discuter des détails des coûts de mise en œuvre supplémentaires. Merci Yolanda, je suis d'accord avec vous. Si vous regardez le formulaire de candidature, le formulaire de demande dans le budget, il y a la possibilité de proposer plus de 5 000 $ et il y aura un champ que vous devrez répondre pour expliquer pourquoi. Si c'est dans l'esprit, si ça répond à l'esprit et à l'objectif du projet, ça pourrait être approuvé. Sinon, ça ne sera pas approuvé. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, mais si ce n'est pas aligné avec les objectifs du programme, on n'acceptera pas que vous utilisiez de l'allocation. L'allocation, on ne peut pas l'utiliser pour ajouter au coût de mise en œuvre du projet. Question suivante. Comment est-ce que l'on peut faire en sorte que le mentor EDIA
rédige la lettre de recommandation. Alors, pour la lettre de soutien, vous avez déjà un gabarit. Donc, la plateforme vous donnera les instructions et le mentor d'EIA recevra le gabarit. Donc, le mentor n'a pas à rédiger lui-même la lettre, il s'agit simplement de remplir le formulaire. Merci, Yolanda. Question, est-ce que le mentor peut être la même personne que le superviseur? Je crois que nous avons déjà répondu à cette question. La réponse est oui. Oui, ça peut être la même personne, mais la personne devra soumettre une lettre pour les deux rôles dans la plateforme. Question à savoir si on peut utiliser l'allocation pour les coûts de mise en œuvre. Ça, on a déjà répondu à cette question. Nous allons passer à la suivante. Quelqu'un demande si les professeurs dans les universités peuvent être un des candidats. Malheureusement, la réponse est non. Seuls les chercheurs de second cycle et cycle supérieur peuvent être candidats pour ce projet. Les professeurs ne seraient pas admissibles. Oui, et les gens voulaient avoir plus, plus de clarté. On l'a vu dans les messages qu'on a reçus. Quel était le poste? Qu'est-ce que c'était, par exemple, qu'une position de postdoctorat? Donc, une personne qui est dans une situation de postdoctorat et qui a un superviseur. Quelqu'un demande s'il y a des détails sur le format de la proposition pour ce qui est de la longueur des différentes citations. Eh bien, le gabarit du formulaire se trouve dans notre page FAQ du site web. Donc, si vous allez sur notre site web, vous devriez être en mesure de voir le gabarit de la demande. Donc, c'est sous la page, dans la page FAQ, et c'est la question qui se trouve au bas. Merci, Yolanda. Question concernant les lettres de référence. Quand on soumet notre demande, les personnes qui vont apporter leurs références devraient recevoir un courriel pour remplir le formulaire et ainsi soumettre leurs lettres, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de les contacter et de faire un suivi avec eux. Alors, dans le formulaire, vous allez mettre le courriel, l'adresse courriel de la personne. Donc, le système enverra le formulaire et une fois qu'ils auront terminé de remplir le formulaire, vous, en tant que candidat, vous allez recevoir un avis qui vous dira que quelqu'un a soumis une lettre en votre nom pour vous. Et une fois que nous aurons reçu les 3 lettres de recommandation, vous devrez retourner sur la plateforme et marquer sur la plateforme que cette étape est terminée. Donc, vous allez recevoir un avis disant que vos personnes contacts qui vont fournir une référence ont soumis cette référence. Très bien, merci Yolanda. Question de savoir si ce programme est ouvert aux étudiants qui vont commencer leurs études de second cycle au cours du prochain semestre, mais qui actuellement ne sont pas en deuxième cycle. Alors, je crois que nous avons déjà répondu à cette question. Si vous êtes déjà inscrit, mais que vous n'avez pas commencé votre programme et qu'on vous demande de fournir des lettres de soutien de la part du superviseur et de l'établissement, eh bien, si vous si vous, si vous êtes dans la situation où vous serez un étudiant en septembre euh, pour le second cycle, alors oui. Une autre question. Quelqu'un demande, si je suis ingénieur en mécanique, simulation thermofluide, je ne sais pas si c'est une proposition scientifique, est-ce que je dois proposer une solution pour l'amélioration de la sensibilisation? Alors, si je suis admissible, alors j'essaie de comprendre la question.
Peut-être qu'il faudra répondre par écrit, à moins que Lisanne puisse y répondre. Est-ce que vous savez quoi répondre à cette question? Je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse un peu plus. Oui, je crois que ça serait une bonne chose. Bon, pour cette proposition, on va vous demander de démontrer comment votre projet va, va améliorer la sensibilisation et l'accès à l'IRM. Merci, Lisanne. Question. Si je ne connais pas d'expert en la matière pour participer au processus d'examen du mérite, qu'est-ce qui se passe? Yolanda, voulez-vous répondre? Je crois que là, on fait référence à la question dans le formulaire de demande. Alors, dans le formulaire de candidature, il y a une table, un tableau où vous pouvez recommander 2 personnes pour participer au processus d'examen du mérite. Mais c'est optionnel. C'est tout à fait acceptable s'il n'y a personne qui est indiqué. On a besoin de votre des contacts, des informations de votre superviseur, mentor et établissement. C'est acceptable si vous ne proposez personne pour siéger aux examens, au comité d'examen du mérite. Si quelqu'un, autre question, si quelqu'un est en postdoctorat, est-ce qu'ils sont admissibles? Oui. Alors, il y a une définition formelle de ce qu'est le postdoctorat. Il faut être dans un poste formel de postdoctorat et que vous ayez un superviseur qui vous ait été attribué dans votre établissement. Alors, il s'agit d'une question très fréquente que nous recevons et vous la retrouverez dans la FAQ du site web, le site web dont l'URL est affichée à l'heure actuelle. Quelqu'un demande maintenant qui doit contacter pour ce qui est d'avoir l'approbation de l'établissement en postdoctorat. Yolanda, je ne suis pas vraiment sûr. Cela dépend de l'établissement que vous fréquentez. Mais je dirais que le VP du service de recherche, oui, en général, le bureau des services de la recherche, c'est votre premier contact. Alors, bien sûr, il se peut qu'il y ait des sous-services dans votre établissement en fonction de l'envergure de l'établissement, mais en tout cas, ce serait le premier contact pour chercher l'approbation de l'établissement. Et je vous recommande de le faire très rapidement parce que quelquefois, ça prend du temps. C'est un processus qui peut prendre du temps. Quelqu'un demande où il peut trouver les gabarits pour les lettres de soutien. Alors, quand vous remplissez les formulaires, le gabarit sera partagé avec vous sous forme de lien comme tâche. Et quand SurveyMonkey Apply vous demandera également les personnes contacts, un gabarit sera également joint. Lisanne, j'ai une question que vous pouvez peut-être répondre. Cette réunion qui aura lieu en janvier, combien de journées durera-t-elle, cette réunion en personne? Alors, je pourrais parler de la formation d'OLS et la réunion en personne. Alors, le programme de formation, le programme dure 16 semaines et il s'agit de vous fournir les outils de collaboration, la gestion de la communauté, la mobilisation de la communauté et également comment nous communiquer certaines de vos conclusions, de vos constatations. Alors, voilà pour la formation. Et pour ce qui est de la durée de la réunion en personne, on est encore en train d'y réfléchir. Mais pour ce qui est de la réunion en personne, l'idée, c'est de se rassembler ensemble et de partager les connaissances que vous avez accumulées et d'établir, de tisser des liens avec les membres de différents projets, de différentes communautés et de nous habiliter mutuellement de manière à être de bons ambassadeurs dans la communauté et ensuite peut-être à l'avenir d'être des mentors. Merci, Lisanne. Question suivante. Quelqu'un demande si l'admissibilité concerne seulement les étudiants. Yolanda?
Oui, pour les étudiants de second cycle ou des cycles supérieurs qui sont inscrits dans un programme formel. Donc, vous pouvez être dans un poste d'études postdoctorales, de recherche postdoctorale. Si quelqu'un demande s'il prévoit de commencer les études de second cycle en janvier 2025, est-ce qu'ils peuvent être admissibles? Alors, il faut être affilié avec un établissement au cours de toute la durée du projet qui va commencer en août ou septembre de cette année et jusqu'en mars de l'année prochaine. Et donc, vous devez être inscrit dans un programme pendant cette période de temps. Merci, Yolanda. Quelqu'un demande, et Lisanne, je vais peut-être vous renvoyer cette question, ou peut-être que Patrick voudra intervenir. Quelqu'un demande des exemples de services clés d'IRN que les projets proposés peuvent utiliser. Oui, allez-y, Patrick. Eh bien, je renvoie les gens vers les pages web de l'Alliance, euh, alliancecanada.ca, où on vous indique les services qui sont disponibles. Du point de vue de la GDR, on peut vous renvoyer vers le site web et vous trouverez des ressources sur les services clés, des projets qui soutiennent l'avancement de la gestion des données de recherche, renforcement des capacités. Vous voyez qu'il y a aussi des activités de formation et d'apprentissage, des activités de coordination qui sont également admissibles. Et puis, pour ce qui est des exemples de services clés, certaines des initiatives qui pourraient être admissibles pour ce qui est, par exemple, la planification de la gestion des données qui est liée à l'outil d'assistant de l'Alliance, des activités d'application de métadonnées également, tout ce qui soutient également le dépôt de données de recherche dans un dépôt, des services comme par exemple Borealis ou le dépôt fédéré de données de recherche. Ça peut être aussi des activités liées à l'anonymisation des données de recherche pour aider à la publication ou à la découvrabilité pour réutilisation de ces données. Voilà, ce n'est pas une liste exhaustive, mais je voulais vous donner des exemples de projets liés à l'IRN qui seraient admissibles. Merci. Merci, Patrick. Lisanne, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non, c'était une réponse parfaite. Merci. Alors, je continue dans la liste de questions. Quelqu'un demande si le projet va se réaliser au Canada, mais est-il possible d'avoir des collaborations avec des groupes EDIA en dehors du Canada? Ce financement touche seulement des activités qui se font au Canada. Si vous avez un projet pour lequel vous pouvez appliquer le financement et toutes les activités se font au Canada, mais vous collaborez également avec des groupes à l'extérieur du Canada, je vous encourage d'abord à vérifier avec nous par courriel parce que le principe général, c'est que le financement peut être utilisé seulement pour des activités qui sont menées à bien ici au Canada. Question sur la formation OLS. Donc, cette formation de 16 semaines, cette formation OLS, est-ce qu'elle est à distance ou en personne? Lisiane? Elle est à distance avec une réunion en personne à Toronto. Et je vois qu'il y a une autre question concernant le budget. Le nombre, donc les fonds qui sont prévus pour cette formation
Alors, on ne sait pas combien de temps ça durera à Toronto, combien de journées la réunion en personne à Toronto aura lieu, mais il y est prévu dans le budget que vous ayez la possibilité de vous rendre à Toronto et de suivre la formation OLS. Merci, Lisiane. Question sur la formation d'intégration sur l'IRN de l'Alliance. Est-ce que ce sera en personne ou à distance? Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais d'après ce que je comprends, l'intégration et la formation de l'Alliance dépendra de l'IRN de l'Alliance sur lequel votre projet se centrera. Et là, pour la plupart des occasions, ce sera virtuel. Oui, c'est ça, ça sera virtuel et ça dépendra de ce qui sera proposé dans la candidature concernant le budget, le projet plutôt. Une autre question. Alors, certains groupes méritant l'équité s'ils n'utilisent pas la technologie et sont par exemple préoccupés de l'extraction de données des communautés, est-ce qu'ils peuvent proposer un projet de recherche concernant ces groupes? Est-ce qu'on peut proposer donc un projet concernant ces groupes méritant l'équité? Eh bien, je vous encourage fortement à soumettre cette proposition en vous centrant sur la manière dont vous pouvez démontrer comment votre proposition peut apporter ou peut amener une sensibilisation. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps et toutes les questions qui n'auront pas fait l'objet d'une réponse, on pourra y répondre par écrit euh, probablement la semaine prochaine. Alors, j'essaye de voir ici dans la liste si je vois une question qui est assez nouvelle et pour laquelle on aurait le temps d'y répondre. Le nombre maximum de pages pour la proposition. Yolanda, voulez-vous répondre? Eh bien, le gabarit de proposition se trouve sur notre plateforme et nous ne nous attendons pas à recevoir une pleine proposition complète de multiples pages. Il s'agit simplement de répondre aux questions qui se trouvent sur notre plateforme et il y aura donc 3 à 4 formulaires. Certaines questions seront plus longues que d'autres, mais il y aura une limite pour ce qui est du nombre de mots, en général 250 mots. Quelqu'un demande, dans le secteur collégial, est-ce que l'on peut poser sa candidature en tant qu'établissement, sachant qu'on va employer un étudiant? Et la réponse est non. L'admissibilité. Ah, non, attendez. En fait, la candidature vient d'un établissement. Donc, ça veut dire qu'on aurait une entente. Mais le contexte, c'est que l'étudiant ne reste pas à long terme. Bon, en fait, c'est limité à un étudiant. Donc, si ça ne répond pas à votre question et si j'oublie quelque chose dans ma réponse, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. L'adresse courriel se trouve indiquée sur la diapositive. Alors, la question suivante est pour Yolanda. Quelqu'un demande si les candidats en sciences humaines et en arts sont admissibles. Je crois que la réponse est oui. Oui, oui. Si vous avez un projet qui s'aligne avec les critères d'admissibilité, nous encourageons en fait les candidatures de toutes les disciplines possibles. Est-ce qu'il y a des exigences concernant les membres des comités d'examen du mérite? Est-ce que la participation des conférences, je crois que c'est deux questions. Alors, je vais répondre à la première. Est-ce qu'il y a des exigences concernant les membres des comités d'examen du mérite? Ming, souhaitez-vous répondre? Êtes-vous là? Peut-être pas. Alors, je vais répondre moi-même. Nous n'avons pas d'exigence solide ou spécifique. Nous allons passer en revue toutes les candidatures pour les membres des comités d'examen du mérite, mais nous encourageons des candidatures de la part de membres de comités qui soient francophones et qui viennent de toutes les régions du Canada, qui représentent n'importe laquelle de nombreuses disciplines, qui ont une expertise ou une expérience en matière d'EDI. Donc, nous encourageons les candidatures de différents membres potentiels
de comité d'examen du mérite. Et il nous reste 6 minutes. Question. Qui sont les personnes qui seraient bonnes pour les recommandations? Alors, on a 3 lettres de recommandation qui doivent être soumises, une de la part de votre superviseur, l'autre de la part de votre mentor EDI et l'autre d'une personne contact de l'établissement. Alors, nous n'avons pas de critères d'admissibilité ou d'exigence concernant ces personnes qui vont envoyer les recommandations. Il s'agit pour vous de décider qui et de déterminer qui sera votre mentor en EDI. Merci, Yolanda. Il y a beaucoup de questions concernant les mentors EDI. Question, est-ce que le mentor en EDI doit faire du travail ou doit travailler dans euh, le domaine de l'EDI ou est-ce que cette personne est admissible tant qu'elle peut soutenir et appuyer le projet d'EDI? Alors, la réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend de vous et du mentor. Si la personne que vous considérez comme mentor EDI est, à votre avis, admissible, vous pouvez expliquer pourquoi c'est cette personne qui devrait justement apporter son soutien. Cette personne ne doit pas nécessairement travailler dans le domaine de l'EDIA. Quelqu'un demande? Soumettre la candidature avant le 17 juillet. Yolanda, vous pouvez peut-être répondre. Est-ce qu'on doit soumettre la demande avant le 17 juillet de manière à ce que les personnes qui vont apporter leurs recommandations peuvent soumettre leur lettre ou est-ce qu'on doit soumettre la candidature le 17 juillet? La date butoir, c'est le 17 juillet à 17 heures, heure de l'Est. Donc, vos lettres de soutien de la part des 3 personnes contacts, là, vous devez téléverser ces lettres avant la date butoir du 17 juillet. Question, est-ce que les fonds seront transférés à l'établissement d'accueil ou l'université d'accueil? Et est-ce que ce sera considéré comme des coûts directs? Alors, ça sera envoyé à votre établissement. En général, le bureau des services de recherche, il n'y aura pas de coûts directs qui seront inclus. Et ces fonds seront déboursés auprès du candidat en fonction des politiques de l'établissement. En général, c'est le bureau des services de la recherche qui vont demander que le compte soit détenu sous le nom de votre superviseur. Et ensuite, c'est ce bureau qui déboursera les fonds reçus en fonction de leur politique. Alors, il ne nous reste que 3 minutes. Je ne crois pas qu'on ait vraiment le temps de passer en revue toutes les autres questions, mais je vous rappelle que nous allons placer un enregistrement de cette séance sur notre site web et ça sera également sur la chaîne YouTube euh, de notre organisation et euh, également sur la page du programme de notre site web. Et nous avons à peu près 350 personnes qui se sont inscrites à la séance d'aujourd'hui. Nous enverrons donc un courriel à ces personnes et j'espère que nous pourrons ainsi répondre aux questions et les envoyer à tout le monde. Alors, je voudrais remercier tout le monde, tout le personnel de l'équipe de l'Alliance qui a apporté son soutien et qui a répondu aux questions. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez trouvé cette information utile et nous avons hâte de recevoir vos candidatures et nous apprécions votre intérêt pour ce programme. Une dernière chose à ajouter, l'enregistrement et les diapos dans les 2 langues seront disponibles sur la page web des occasions de financement du programme. Ce sera sous format PDF. Vous pourrez les télécharger et les passer en revue. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne journée.